Bien, bonjour à tous et bienvenue à la suite de notre programme du calcul formel. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'algorithme de Buchberger. Alors, dans les précédentes vidéos, nous avions vu la définition d'une base de Grobner. Nous avons vu qu'il y a certains problèmes qui nécessitent une base de Grobner pour être résolus. Mais ce que nous ne savons pas, c'est comment construire une base de Grobner à partir d'un idéal donné. Donc, l'objectif principal de cette vidéo est de voir l'algorithme qui permet de construire une base de Grobner à partir d'un idéal. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Je vais d'abord commencer par quelques propriétés des bases de Grobner avant de terminer par la construction. Donc, c'est parti. Alors, OK, très bien. Alors, donc nous allons commencer par, donc ici, R représente l'anneau de polynôme à coefficient dans un corps, K. Nous avons ici un idéal, I, qui est engendré par des polynômes f1 jusqu'à fs. Et nous avons vu que donc cette famille-là, je l'appelle G. G est une base de Grobner pour I. euh, est une base de Grobner pour I. Il faut quand même fixer un ordre monomial. Pour l'ordre monomial que je note comme ceci, si l'idéal engendré par les termes de tous les polynômes qui sont dans I est égal à l'idéal engendré par les termes dominants de ces générateurs. C'est ça une base de données. Et dans notre précédente vidéo, nous avions parlé du problème d'appartenance d'un polynôme à un idéal, mais aussi pour comment trouver une base du quotient de R sur I en tant qu'espace vectoriel. Mais dans cette vidéo, ce que nous allons faire, nous allons commencer par voir qu'une base de Grobner n'est pas unique. Donc, je vais donner une proposition. Proposition. Alors, on commence par soit j'ai une base de Grobner. Alors, est-ce que je vais... Oui, oui, je peux peut-être mettre soit G comme ceci, soit G, une base de Grobner de I, d'un idéal I, et P, un élément de G. Alors, ce qu'on dit, c'est quoi? C'est que si le terme dominant de P appartient à l'idéal engendré par le terme dominant de G privé de P, alors, alors G privé de P est une base de Grobner de I. Est une base de Grobner de I. C'est une propriété très importante en fait. Cette propriété nous dit que donc, une base de Grobner n'est pas unique. Ce que la propriété nous dit, je vais d'abord la démontrer. Après, nous allons regarder quelques exemples, preuves. Donc, ici, par hypothèse, nous savons que notre G est une base de Grobner. Alors, comme G est une base de Grobner de I, cela signifie que G euh, est d'abord un générateur de I. Ça génère I et que l'idéal engendré par LT de I n'est rien d'autre que l'idéal engendré par LT de F1, LT de Fs. Voilà ce que nous avons. Très bien. Alors je prends soit P. Alors, dire que P appartient à G
P appartient à G signifie qu'il existe un I0 entre 1 et S tel que P égale à F de I0, hein. Ça, c'est simple. Donc, par hypothèse, LT de P appartient à l'idéal engendré par LT de G moins, donc à l'idéal engendré par LT de F1, LT de F I0 moins 1, LT de F I0 plus 1, jusqu'à LT de Fs. Voilà ce que nous avons par hypothèse. Peut-être que je peux... Nous allons essayer un peu de rendre ça bien lisible. LT de Fs. Voilà ce que nous avons. Le LT de P appartient à cet idéal où LT de I a été retiré, puisque cet ensemble-là n'est rien d'autre que l'ensemble G moins FI 0. Donc LT de G moins FI 0. Voilà, c'est ça. Alors, cela signifie que le fait que LT de P appartienne ici signifie tout simplement qu'il y existe un terme ici qui le divise. Donc, cela signifie il existe J entre 1, I0, désolé, je vais mettre I0 moins 1 normalement. I0 moins 1, I0 plus 1, S, tel que LT de FG divise LT de P. Donc, ayant tout ceci euh, par cœur, nous revenons donc à la définition d'une base de Grobner, LT de I, qui est par définition égale à LT de F1, LT de Fs. Alors, parmi ceux qui sont là, il y a un détail que je n'ai pas peut-être donné. Voilà. Donc, ici, je mets LT de F I0. Voilà. Et je continue ici avec LT de Fs. Donc, on se rend compte que puisque LT de I0, Fi0, est divisible par l'un des LT, soit qui sont ici ou qui sont là, ça veut dire que même si on le retire, on aura le même idéal. Donc, cela signifie que ça, c'est LT de F1, LT de F I0 moins 1, LT de F I0 plus 1 et LT de Fs. Voilà. Donc, ici, nous venons de montrer que LT de I est égal à LT de ceux qui sont là, ce qui signifie que ben, l'ensemble, donc G privé de P, comme ça, qui n'est rien d'autre que F1, Fi0 moins 1, Fi0 plus 1, Fs, est bien une base de Grobner, est bien une base de Grobner de I. C'est une propriété très importante qui dit que cela signifie qu'une base de Grobner n'est pas unique. Donc, quand vous avez une base de Grobner, vous pouvez construire une autre à partir de celle-là. Alors, ce que cette proposition nous dit, je vais l'expliquer en remarque ici. On, on- on remarque, la proposition nous dit la chose suivante. Si, par exemple, j'ai I, un idéal, qui est engendré par x carré moins y, par exemple, x cube plus xy, je ne sais pas, gy au carré moins x, par exemple. Voilà, disons comme ça. Si, si c'est une base de Grobner, si cet ensemble est une base de Grobner pour I, alors, étant donné que, bon, je prends l'ordre de l'ex. Étant donné que, on se rend compte que le terme dominant ici, c'est x carré, le terme dominant ici, c'est x cube, là, c'est y carré. Étant donné que ce terme dominant-là
divise le terme de main de ce monsieur qui est là. Ce que je veux dire, c'est que si c'est une base de Grobner, ça veut dire que LT de I sera égal à x carré, x cube, y carré. Si c'est une base de Grobner, hein, voilà. Ça veut dire que comme lui, il est multiple de celui-là, il peut dégager. Il nous restera x carré, y carré. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que si ça, c'est une base de Grobner, on a ceci, alors ce polynôme-là peut être retiré de l'ensemble et nous aurons ceci, moins ça, qui sera encore une base de Grobner de i. C'est ce qu'on nous dit en fait. Donc, c'est juste pour dire que à partir d'une base de Grobner, nous pouvons en construire plusieurs. Et donc là, ce qui me conduit à une autre définition de base de Grobner plus spéciale. Définition. Une base de Grobner, une base de Grobner G de I est dite minimale si LT de I, qui n'est rien d'autre que LT de F1, LT de Fs est minimale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être minimal pour qu'est-ce que ça veut dire être minimal pour un idéal monomial? Être minimal signifie que parmi les monomes qui sont ici, personne ne divise l'autre. C'est ça minimal. C'est-à-dire que, par exemple, quand je prends x au carré, x au cube, x, y au carré, ça, c'est pas minimal. Parce que lui, il est multiple de celui-là, il peut sauter. Et quand je le retire, ce que j'obtiens, c'est x au carré, x, y au carré. Ça, c'est minimal. Parce que personne ne divise l'autre ici. Voilà, donc c'est ça en fait. Donc une base de Grobner est dite minimale si on a cette condition-là. Si l'ensemble formé des monomes dominants ou bien des termes dominants est bien minimal. Remarque, une base de Grobner minimale n'est pas unique. En fait, une base de Grobner, non seulement qu'une base de Grobner n'est pas unique, mais même quand vous avez ce qui est minimal, ce n'est pas unique non plus. Tout simplement parce que ce qui est minimal est obtenu à partir d'une base de Grobner. Et donc, quand vous avez une base de Grobner, vous prenez l'ensemble des termes dominants, vous écartez par la propriété qu'on vient de voir tous les polynômes dont les termes dominants sont les multiples des autres. Vous trouvez un ensemble minimal et les polynômes pour lesquels vous avez cet ensemble minimal forment une base de Grobner minimale. Quelqu'un d'autre peut partir d'une autre base de Grobner qui est différente de la vôtre et obtenir une base de Grobner minimale qui sera différente de votre base de Grobner minimale. Une base de Grobner minimale n'est pas unique. Ça, c'est important de savoir. Bien, avant de voir un autre type de base de Grobner, nous allons d'abord voir l'algorithme qui permet de construire une base de Grobner. Donc, nous allons voir. Algorithme de Buchberger. D'abord, commençons par le critère de Buchberger. Avant même de commencer par le critère de Buchberger, nous allons donner une définition de ce qu'on appelle par S-polynôme. Définition. S-polynôme. Alors, j'ai F ici, j'ai deux polynômes, j'ai ici un ordre monomial. J'ai ici un ordre monomial. Alors, ce que je fais, je prends x ici, je l'appelle x gamma. X gamma, c'est le PPCM des monomes dominants de F
et mon nombre dominant de G. Ensuite, je vais définir donc le S polynôme de fg qui sera égal à x gamma sur le terme dominant de f multiplié par f moins x gamma sur le terme dominant de g multiplié par g. OK? Et vous pouvez voir que ça, là, c'est bien un élément de l'idéal engendré par fg. Parce que c'est une combinaison linéaire de f et de g. Mais cet élément, alors, nous allons donner un exemple. Par exemple, nous avons f ici, qui est donné par x carré moins xy plus y au carré. Prenons g, qui est donné par, disons, x carré y plus xy au carré, peut-être moins y. Nous prenons l'ordre l'ex. Alors, par rapport à l'ex, ici, le plus grand, c'est x carré. Par rapport à l'ex, ici, le plus grand, c'est x carré y. Et donc, je vais chercher mon x gamma, qui sera le PPCM. Le PPCM de ces deux-là, en fait, le PPCM, c'est de prendre le plus grand coefficient, le plus grand exposant de chaque composante, de chaque composante des monomes. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ici, parmi les x, je prends le plus grand x, c'est x carré. Parmi les y, parce qu'ici, je suppose que le y a pour puissance exposant 0. Je prends le plus grand y, c'est x carré y. Et donc, le x gamma, c'est celui-ci. Dans le S de fg, n'est rien d'autre que x gamma y sur le terme dominant ici. Donc, j'ai x carré multiplié par f moins, ici, là, j'ai x carré y sur x carré y multiplié par g. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne yf moins g. Et ça, c'est quoi? Vous vous rendez compte, j'ai ici, je vais peut-être tout écrire. J'ai y facteur de x au carré moins xy plus y au carré moins, je prends x carré y plus xy au carré moins y. Voilà. Et donc, vous vous rendez compte que ceux-là vont partir. Donc, il va me rester moins xy plus y au carré moins xy au carré plus y. Alors, ce que vous remarquez, c'est que les termes dominants ont été supprimés. Dans le pronom que nous avons ici, en tout cas, ces deux termes dominants n'existent plus en fait. C'est ça l'objectif des S-polynômes. Dans le S-polynôme, dans un idéal, quand on prend deux pronoms de l'idéal, quand on calcule le S-polynôme nous permet d'avoir un autre polynôme qui est dans l'idéal, mais dont le terme dominant est différent des termes dominants des deux autres que tu avais auparavant. Et c'est intéressant en fait. C'est très important parce que c'est un outil central euh, pour l'algo de Buchberger que nous allons voir tout de suite. Donc, commençons par le critère de Buchberger, théorème. Alors, le critère de Buchberger nous dit la chose suivante. Nous avons I, un idéal qui est engendré par F1, Fs, et ici un ordre monomial. Un ordre monomial. Alors, on dirait que l'ensemble G, formé de F1, Fs, est une base de Grobner de I, si et seulement si, pour tout I, G que je prends, bon, je prends juste pour tout I, même inférieur à J, il n'y a pas de problème, puisque
Pour tout i inférieur à j, donc peut-être que j'allais... Oh là là. Oh, ok. Pour tout i inférieur à j, le reste de la division de S polynôme de f i, f, j. Alors, donc, je calcule le S polynôme de SI, de FI et FJ, donc pour toute paire que je prends dans l'idéal. Une fois que j'ai le S polynôme, je, j'applique l'algorithme de division. Donc, je divise le S polynôme par l'ensemble qui est là. Et son reste, je l'appelle celui-ci. C'est égal à 0. Donc, ce qu'on me dit, un ensemble est une base de Grobner si et seulement si le reste de la division de chaque S polynôme, donc de toutes les paires des polynômes que je prends, je calcule le S polynôme, je fais l'algorithme de division sur G, le reste est toujours nul. Donc, si le reste de tout le monde est égal à 0, alors je suis convaincu que j'ai une base de Grobner. Donc, comment calculer cela? Ben, pour calculer cela, en fait, c'est vrai que ça, c'est le critère qui nous dit ce que c'est, en fait. Mais comment calculer cela? Pour calculer cela, il y a un algorithme qu'on appelle algorithme de Buchberger qui permet de calculer. Donc, algorithme de Buchberger. Alors, dans l'algorithme de Buchberger, nous avons input. Input, c'est ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez au départ? Ben, vous avez un idéal avec une famille génératrice qu'on va appeler F. Donc, ça, c'est votre famille génératrice, qui est F. Et vous avez un ordre monomial, donc avec un ordre monomial. Qu'est-ce que vous espérez avoir? Ce que vous espérez avoir est un ensemble qu'on va appeler G ici, qui sera une base de Grobner. Base de Grobner. Alors, à l'initialisation, qu'est-ce qu'on fait? À l'initialisation, nous allons prendre G, nous allons mettre F dans G. Donc, dans G ici, nous mettons F. Donc, en fait, désormais, notre ensemble G représente F. Les éléments qui sont dans F sont maintenant dans G. Donc, si à l'instant où j'ai initialisé, je dis F, c'est quoi? F, c'est F1 jusqu'à Fs. G, c'est quoi? G, c'est F1 jusqu'à Fs. Parce que j'ai dit G, je l'ai mis dans F. Maintenant, je vais prendre un autre ensemble que je vais appeler G'. G' ici. Et dans G', je mets G. Donc, à l'initialisation, j'ai G égale à G'. J'ai besoin juste d'une petite minute pour euh, juste prendre, vérifier si j'ai un exemple que je vais présenter tout à l'heure, juste à la fin, dès que je termine de faire l'algorithme, que l'exemple soit déjà prêt. Euh, OK, OK, here we are. Tac, vas-y, ça. Alors, ce que nous faisons, donc, nous prenons donc, ce G-là, dans G, nous avons mis G'. Mais c'est que cette expérience de mettre G dans G' ici va être répétée plusieurs fois. Comme ça va être répété plusieurs fois, il est mieux de mettre un mot ici avant de faire ceci. Laissez-moi revenir prendre ça. Donc, je vais peut-être descendre ça. Je mets ici repeat, un G', je mets G. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette expérience va être répétée, mais je vais donner des instructions. Mais si je ne mets pas la fin,
Ça veut dire que nous avons une boucle qui ne va jamais se terminer. Donc, une fois que j'ai mis G' dans G, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est maintenant avec G' que je travaille. Parce que G' contient tous les éléments qui sont dans G. Donc, je mets, quel que soit P, Q que je prends dans G' ici, faire, ce qu'on va faire, c'est quoi? On calcule le S pour le nombre de F et G. Oh là là. On calcule le S pour le nombre de P et Q, j'allais dire. Une fois qu'on a calculé le S pour le nombre de P et Q, on fait la division. Donc, on applique l'algorithme de division avec G' et on calcule le reste de la division. Ça, c'est le reste. OK. Maintenant, si le reste est égal à 0, il n'y a pas de problème, je prends une autre paire parce que l'objectif est de vérifier si tous les restes de la division sont nuls. Donc, si le reste est égal à 0, j'ai une bonne nouvelle en fait. Je prends une autre paire, je calcule encore. Si c'est égal à 0, je fais ainsi de suite. Si tout le monde est égal à 0, je m'arrête là, j'ai une base de données. Et le problème va venir d'où? Lorsque j'aurai un R qui n'est pas égal à 0. Donc, si R est différent de 0, alors ce qu'on fait, si R est différent de 0, ça veut dire que R est un polynôme qui est dans l'idéal parce que R est obtenu par le S polynôme. Et donc, les monomes qui sont dans R sont d'abord les monomes qui sont dans le S polynôme. Donc, R est un polynôme qui est dans l'idéal, mais dans le terme dominant, est différent des termes dominants des polynômes que j'avais au départ. Donc, ça, c'est un bon candidat à prendre dans mon idéal. Donc, désormais, je vais mettre, mais bon, G', je vais mettre plutôt G est égal à l'ancien G que j'avais. Donc, l'ancien G que j'avais au départ, c'est celui-là. Donc, c'est celui que je mets ici. Union R. Cela signifie que mon ensemble G a un élément de plus. Mais alors, la condition repeat ici signifie quoi? Je dois répéter ça. Je dois prendre le G qui a un élément de plus parce qu'ici, le G' ne contient pas R. Au départ, le G' à l'initialisation, il n'y avait pas R dedans. Dans le R, je l'ai obtenu, je l'ai mis dans G. Maintenant que j'ai mis le R dans G, puisqu'ici il y a repeat, je dois répéter l'expérience en prenant le nouveau G que j'ai ici, je l'envoie dans l'ancien G ici. Et je refais la même chose. Je refais la même chose. Je ne ferai que ça jusqu'à ce que je vais me terminer. Je vais terminer plus tôt. Et je termine quand? Mais je termine lorsque G sera égal à G'. Lorsque G sera égal à G'. Until G égale à G'. Alors, et là, une fois c'est ça, on retourne G. Donc, c'est en quelque sorte ça notre algorithme. Je vais peut-être revenir un peu ici pour voir, c'est petit comme ça. Je veux que tout soit visible en fait, pour que j'explique encore. Voilà notre algorithme. Donc, il y a peut-être juste un petit problème de place de lui là. On va peut-être bien l'écrire ici pour qu'il soit sur la même ligne que ce monsieur qui est là. Until G égale à G'. Alors, on va me dire que mais c'est embêtant parce que la condition qui est là et celle-ci semble être la même chose. Non, c'est pas la même chose. Là, c'est G'. On prend G', on met dans G. Until G égale. Là, c'est égal. Je mets égalité ici. C'est pas. Alors, ce que ça veut dire, c'est quoi? Donc, je suis en train de travailler. J'ai mon F au départ, où j'ai par exemple, disons que F, c'est F1 jusqu'à Fs.
Et donc, dans G, G aussi, c'est la même chose au départ. Et donc, je vais répéter l'expérience G prime aussi au départ, c'est la même chose. Je me mets à travailler. Si les R sont nuls, il n'y a pas de problème. Quand je trouve un R qui est non nul, ben ce R-là est envoyé dans G. Donc, G a un élément de plus. G union, cette union-là signifie quoi? J'ai donc F1, Fs et R. Donc, un élément de nouveau que G' n'a pas. Et donc, je répète l'expérience. Je prends celui qui est là, je mets dans G'. Ça veut dire que quand je prends P et Q dans le nouveau G' qui est ici, je tiens compte de ce nouveau G' qui a maintenant un R en fait. Donc, c'est différent de l'ensemble que j'avais là-bas. Donc, je continue. S'il y a un élément qui s'ajoute encore, il va s'ajouter ici et ainsi de suite. Donc, vous vous rendez compte que quand vous calculez une base de Grobner, celle que vous construisez par l'algorithme de Buchberger contiendra plus d'éléments que celle que vous avez au départ, que l'ensemble que vous avez au départ. Mais évidemment, il est possible de réduire par les mécanismes qu'on a vus tout à l'heure, mais en fait, c'est ce que vous avez. Voilà. Est-ce qu'il faut faire un exemple? Oui, on peut faire un exemple, mais bon, les exemples calculés à la main, ça prend beaucoup de temps. Mais il est quand même important de montrer comment ça fonctionne. Après, nous allons faire quelque chose sur Singular. Je vais montrer comment est-ce qu'on peut calculer sur les logiciels de calcul. Est-ce qu'il y a un exemple à faire? Bon, je ne vais peut-être pas terminer l'exemple à la main parce que ça me prendra beaucoup de temps. Je n'ai vraiment pas de temps. Par contre, ce que je vais faire, j'explique au début comment ça fonctionne et ensuite, je montre comment on peut calculer ça avec l'ordinateur. Exemple. Alors, en exemple, ici, nous prenons notre f, donc f1, qui est égal à x au cube moins 2x y plutôt. Je prends f2, qui est égal à x carré y moins 2y au carré plus x. Je prends un ordre monomial ici que je prends l'ex. Donc, je prends x avant y l'ex. Donc, ici, notre idéal est engendré par F1, F1 et F2. Dans l'ensemble, F dont on parle dans l'algorithme, c'est cet ensemble, F1, F2. Et donc, dans l'ensemble, ce qu'on me dit, dans l'ensemble, ce qu'on me dit, on me dit, ben écoute, tu prends G, dans G, tu mets F. Dans le G, c'est F1, F2. Et on va répéter quelque chose ici. Ce qu'on va répéter, c'est l'expérience où l'on met G', c'est aussi, en fait, G', c'est G. Donc, G', on met G dans G'. On met G dans G'. Voilà. Et donc, ce qu'on fait, comme il y a que deux polynômes, on va calculer S polynôme de F1 et F2. F1, F2, qui me donne, donc, le terme dominant ici, c'est quoi? C'est x cube par rapport à l'ex. Ici, c'est lui, le terme dominant. Le PPCM, je prends le plus grand exposant de chaque variable. Donc, ici, c'est x cube, là, c'est y. Donc, j'ai x cube y. Sur x au cube, multiplié par f1, qui est x au cube, moins 2xy, moins x au cube y sur x carré y, qui va multiplier par x carré y, moins 2y carré, plus x. Et donc, ça me donne quoi? Ça me donne, alors, ceci va me donner y. Donc, y va multiplier ça, je fais le calcul directement. Donc, ça me donne moins 2x, y au carré. Ici, là, ça va me donner x. Ça va me donner x et x va multiplier, lui va disparaître. Donc, j'aurai plus 2xy au carré moins x au carré.
Ça, c'est le S polynôme que j'ai. Maintenant, ce que je fais avec ce S polynôme, je dois calculer. Donc, je dois faire l'algorithme de division. Et donc, ce que nous avons, c'est quoi le... Je vais diviser ça par F1, F2. Ah, donc, ça, c'est notre algorithme à utiliser à partir de là. Donc, là, c'est S de F1, F2. Et donc, ah, ici, ils vont se simplifier là. Ah, good, bonne nouvelle. Ceux-là, ils partent. Donc, nous avons moins x au carré. OK. Et donc, nous allons faire la division de ce x au carré par les pronoms qui sont là. Nous utilisons l'algorithme de division. Donc, nous avons notre p ici. Nous travaillons avec p, qui est x au carré. Nous avons ici q1. Nous avons ici q2. Nous avons ici r. À l'initialisation, tout le monde est égal à 0 ici. Donc, nous avons toujours x carré ici. Alors, nous allons commencer par x1 par exemple. Alors, est-ce que ce monsieur-là est divisible par le terme de main de x1? Le terme de masse de x1, c'est celui-là. Ben, la division n'a pas lieu parce qu'il est plus grand. Donc, non. Oh, oh. Il n'y a pas de division. Donc, ici, il y a x. Est-ce qu'il est divisé par le terme de masse de x2? Ben, non, plus le terme de masse de x2, c'est celui-là. Il n'est pas divisible non plus. Donc là, c'est 0. Ça veut dire que monsieur qui n'est divisible par personne va au reste. C'est moi ici. Il le reste. Et comme il le reste, ici, j'ai 0, 0, 0 moins x carré. Voilà. Donc, le reste de la division n'est pas égal à 0. Ça veut dire quoi? Le nouveau g que j'ai, ça devient l'ancien g, donc qui est f1, f2, plus de r qui est moins x au carré. Si vous voulez, vous pouvez enlever le moins, il n'y a pas de problème. Maintenant que j'ai ceci, donc j'avais travaillé le s polynôme de ces deux-là, je dois maintenant calculer le s polynôme de ça et faire la même chose. Après, je fais le s polynôme de ça et faire la même chose. Si tous les S pronoms, le reste de la durée, tous les S pronoms sont nuls, je m'arrête là, je dirais que j'ai une base de Grobner. S'il y a un autre pronom qui s'ajoute, s'il y a un reste qui n'est pas nul, je l'ajoute ici, je continue, et ainsi de suite. Donc, vous vous rendez compte que c'est un processus effectivement qui est très, très long, qui peut prendre beaucoup de temps à manipuler à la main. Et donc, ce qui est fait, voilà pourquoi on appelle ça computer algebra. Cet algorithme est implémenté par plusieurs logiciels de calcul formel, parmi lesquels, moi ici, je travaille avec Singular, aussi avec Mac, les deux, mais pour ce cours-là, c'est Singular que je vais présenter. Donc, je vais montrer comment est-ce qu'on peut calculer une base de Grobner de ces deux polynômes-là. Oh, oh. C'était donc, je vais juste retenir je vais les écrire au tableau pour ne pas que j'oublie, parce que je vais. Donc, oh, oh. Donc, j'ai x cube moins 2xy, j'ai x carré y moins 2y carré plus x. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage de l'écran et partager un autre écran où on va faire. OK. Donc, j'ai arrêté le partage de cet écran-là. Je vais donc partager l'écran de mon ordinateur. Et ici, nous allons d'abord bloquer le terminal parce qu'il y a pas mal de choses qui sont là dont je n'ai pas besoin en ce moment. Voilà, on retire ça. Voilà. Donc, nous allons ouvrir le terminal. En ouvrant le terminal, nous allons aller dans Singular. Maintenant que je suis dans Singular, je vais définir un anneau, donc ring R 0, qui prouve que je travaille dans un anneau de caractéristique 0. X, Y, j'ai deux variables. L'ordre LP, c'est l'ordre lexicographique pur. Donc, j'ai un idéal que j'appelle I, et cet idéal est engendré par x au cube moins 2xy. Ensuite, j'ai x carré y moins 2y au carré plus x. Voilà, c'est ça mon idéal. Et moi, ce que je veux, c'est de calculer une base de Grobner de celui-ci.
Alors, je vais donc prendre un autre idéal que je vais appeler J ici. Alors, une base de Grobner est en anglais parfois appelée standard basis. Et donc, par standard basis, on met STD. Donc, STD de l'idéal que j'avais au départ qui était I. Et voilà. Quand je mets J ici, c'est quoi? On me donne celui qui est là. On me dit qu'en fait, Y cube, Y cube que vous avez ici, et, et X moins 2Y carré est une base de Grobner. Alors, Singular fait un bon travail. Singular a une base de Grobner qui a plusieurs éléments. Vous allez vous rendre compte que la base de Grobner que vous avez ici n'a que deux polynômes alors que vous êtes supposé en avoir plus. C'est-à-dire que vous avez commencé avec deux polynômes, il y a déjà X carré qui s'est ajouté, donc il y a beaucoup d'autres qui allaient s'ajouter. Comment se fait-il qu'on termine avec deux? Mais tout simplement parce que Singular, qu'est-ce qu'il a fait? Il a calculé votre base de Grobner qui a plus d'éléments et a utilisé la propriété de tout à l'heure. S'il y a un polynôme qui est là, dans le terme dominant, m multiple de notre terme dominant, on le retire. Donc, il a fait ce travail, il a un peu retiré tous ces gars-là et il vous présente un type qui est en quelque sorte minimal, en fait. Voilà, c'est ça. Parfois réduite, mais bon, minimal, en disant ça. Donc, voilà comment vous pouvez calculer ça sur Singular. Maintenant, c'est pas tout, hein. C'est pas tout. Normalement, il y a plusieurs types de bases de Grobner. Il y a un type qui est très important qu'on appelle base de Grobner réduite, parce que la réduite, en fait, elle est unique. Et comme elle est unique, elle peut régler beaucoup de problèmes, comme c'est elle qui a utilisé pour la résolution des systèmes d'équations polynomiaux. Donc, en fait, dans notre prochaine vidéo, je parlerai des bases de Grobner réduites et comme application, nous prendrons un système d'équations polynomiales que nous résolverons en utilisant les bases de Grobner. Bien, merci d'avoir suivi la vidéo et voilà, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci. Alors, on va arrêter.